le Premier ministre va, dans quelques jours, publier une circulaire similaire à celle, pour ceux qui la connaissent, qu'avait signée Lionel Jospin en 2001, qui appellera les administrations à se prononcer plus systématiquement en faveur de l'ouverture et de la déclassification des archives non encore librement communicables sur l'ensemble du sujet de la guerre d'Algérie. Cette circulaire appellera également les administrations à verser les dossiers qui pourraient encore être conservés par les administrations et non versés aux archives. Et enfin, cette circulaire incitera les services d'archives à inventorier toujours plus finement et à diffuser le plus largement possible, et notamment sur Internet, lorsqu'ils le peuvent, leurs instruments de recherche, leurs inventaires. Mais la réponse apportée à l'ouverture des archives doit s'accompagner de la part des archivistes, sur le plan scientifique et pédagogique, de la création d'outils de médiation pour les publics pour lesquels le jargon des archives n'est pas transparent, et on le comprend très bien, à qui nos administrations représentent encore des forteresses inaccessibles malgré tous nos efforts de démocratisation, et aussi à des publics qui n'ont pas pour but de se délecter du goût de l'archive, mais qui viennent pour trouver des réponses rapides et précises à leurs interrogations. Les archivistes ont su, je le crois profondément et sincèrement, refonder leurs pratiques et œuvrer pour une meilleure transparence, en particulier des instruments de recherche, clés d'accès aux documents. De nombreux fonds ont été collectés, inventoriés, publiés, ouverts. Des colloques professionnels ou communs avec les chercheurs se sont tenus, un code de déontologie a été élaboré, et rien que cette année, l'Association des archivistes français publie aujourd'hui un ouvrage, Archives et transparence, une institution citoyenne. Et pourtant, le questionnement sur l'accès aux archives contemporaines n'a pas cessé. Et je vois réapparaître, sous des formes tout à fait semblables à celles que j'ai connues, les polémiques et les interrogations. Cela doit interroger. L'archive est un objet politique, reflet de politique publique, et souvent, presque toujours, enjeu politique, enjeu historique, enjeu mémoriel, donc sujet à de forts débats. Pris en tenaille entre le chercheur, l'administration productrice, le politique, l'archiviste doit batailler pour expliciter son positionnement et prendre position aussi. Dans ces tensions, ces équilibres instables, réside certainement une des raisons pour lesquelles le système de communicabilité français reste mal compris, et en particulier celui des dérogations. Trop souvent, la qualité des chercheurs est mise en avant, alors que c'est le contenu des dossiers qui doit être le principal critère en matière d'accès. Si nous pouvons nous féliciter de la récente dérogation générale sur les dossiers relatifs à Maurice Audin, et si une seconde dérogation générale est prévue pour tous les disparus, il me semble important de réfléchir ensemble à la création d'un bureau d'accueil pour les familles qui sont à la recherche de leurs proches disparus depuis bientôt 60 ans. Plongées dans un deuil sans fin, elles vont aujourd'hui se heurter à des difficultés liées à la langue, mais surtout à la complexité des archives. En créant en 2005 un bureau citoyen pour les personnes en quête de droit sur la nationalité française, les Archives nationales ont rappelé leur mission originelle qui est d'établir des droits ou des obligations. Cette mission est d'autant plus importante quand des victimes ou des enfants de victimes s'adressent à nous. À l'instar du bureau citoyen, on pourrait concevoir l'ouverture d'un service pour orienter les personnes qui recherchent des traces sur ces exactions enfin reconnues par le président de la République. D'autres obstacles s'opposent encore à la recherche. Depuis 2013, un nouveau verrou à la recherche existe avec la mise en œuvre de l'instruction générale interministérielle de 2011. En application de cette IGI, dont nous avons parlé déjà ce matin, lorsque les documents sont classifiés secret défense ou très secret défense, quelle que soit la date des documents ou le sujet concerné, il faut attendre la déclassification des documents pièce à pièce. En attendant, dans certains services comme les Archives nationales, les documents classifiés sont placés dans une enveloppe fermée sur laquelle il est bien indiqué des sanctions disciplinaires ou professionnelles peuvent être appliquées contre celui qui divulguera une telle information.
Des chercheurs ont ainsi dû attendre des mois la déclassification de documents datant de l'occupation, portant sur des questions aussi banales que le prix du pain ou les fêtes foraines. Moi-même responsable depuis 7 ans de la salle de lecture des Archives nationales, je n'ai théoriquement pas le droit de voir ces documents classifiés car je ne suis pas habilité secret défense. Dès lors, comment faire mon métier qui consiste à aider sur place et à distance les chercheurs? Devant cette situation ubuesque, il nous revient à nous tous de lancer une alerte auprès des services du Premier ministre et du secrétaire général de la Défense pour dénoncer l'absurdité de ces classifications au-delà d'un délai maximum de 50 ans. Bon, après se posent les problèmes qu'a évoqué ma voisine, c'est-à-dire la question, effectivement, d'inventaires où on ne peut pas mettre des noms, ou en tout cas ces inventaires imposés par la RGPP posent problème. Mais je pense que de plus en plus d'historiens, si j'en juge par les échos qui m'arrivent, ont un vrai problème avec l'interprétation qui est faite, à l'heure actuelle, de l'IGI 1300. Et on en a parlé plusieurs fois depuis ce matin, mais il faut revenir sur cette question. Elle est fondamentale. Elle ne porte pas que sur la guerre d'Algérie. Par exemple, récemment, des gens qui travaillaient sur des épisodes de la guerre froide sont vus fermer les dossiers Jules Mock, qui effectivement sont pleins de tampons. Qu'est-ce qu'on a caché aujourd'hui sur la guerre froide ? Je me pose quelques questions, peut-être quelques rapports sur l'industrie atomique, mais ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez un document qui est tapé secret, aujourd'hui, on va chercher, on va demander à le déclassifier de façon systématique. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à ce qui est la vraie qualification. Est-ce que c'est un document qui met en cause la sécurité nationale, qui met en cause des personnes nominativement ou autres, on cherche le tampon secret, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. Les archivistes n'auront jamais, comme les historiens d'ailleurs sans doute, jamais le temps de tout lire. Donc en fait, on cherche ce qui visualise le secret. Donc il y a un vrai problème, on a été excessif. Alors première chose, on a été excessif dans l'application de cette IGI. Mais deuxième chose, et plus grave, est-ce qu'on devait appliquer cette IGI 1300 ? Or, on a une loi qui est la loi de 2008 sur les archives, qui est une loi d'ouverture des archives. Et cette IGI contredit dans la pratique complètement la loi. On aurait pu avoir un décret. Mais un décret, il aurait fallu qu'il soit conforme à la loi. Donc on n'a pas eu de décret. On a eu une IGI qui s'est faite quasiment dans la clandestinité, dans un contexte, je vous invite à vous rappeler ce qui se passait en 2011. Nous avions un président de la République qui était soumis à un certain nombre d'affaires. Beaucoup de ses amis étaient soumis à un certain nombre d'affaires. Les juges voulaient accéder à des documents. Eh bien, on a eu cette IGI 1300 en ce moment-là. Après, il y a eu des attentats. Après, il y a un certain nombre de choses qui ont justifié dans le discours la sécurité nationale. Il faut faire attention quand même. Je vous rappelle que les journalistes qui ont été convoqués par la DGSI il y a quelques mois, ceux du Monde et ceux de Mediapart, ils l'ont été à quel titre ? Au titre justement de la divulgation de secrets, ce fameux tampon. C'est une loi liberticide, pas une loi, c'est un texte liberticide. Alors, les archives ont-elles, je pose la question, les archives ont-elles sollicité les services de l'État pour savoir si une instruction générale interministérielle est supérieure à la loi ? Peut-elle être contraire à la loi ? Et je termine sur une chose, en 1 minute. C'est qu'en plus, on a un problème, et ce problème me semble grave. C'est-à-dire que l'IGI 1300 permet aux services de retirer ou de ne pas communiquer des documents qui ont été publiés il y a 50 ans. Alors, l'immense majorité de ces documents seront visibles, c'est certain, parce qu'ils n'ont aucun intérêt spécifique, ou ils ne posent pas de problème au service. Mais s'il y en a qui posent des problèmes, qu'est-ce qui vous dit qu'on les verra ? C'est-à-dire que le soupçon, on nous cache tout, on nous dit rien, etc., etc., on est en train de l'entretenir. Ça pose des problèmes qui se généralisent aux historiens, mais ça pose aussi des problèmes aux citoyens.